Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. 90 minutes, 2 séquences, un premier débat d'actu et un autre plus prospectif consacré aux mutations de nos sociétés. Voici le sommaire de ce 29 septembre. Dissolution, c'est le mot qui tourne en boucle dans tous les états-majors politiques depuis hier soir, depuis qu'il a été prononcé par Emmanuel Macron lors de ce dîner destiné à caler le calendrier de la réforme des retraites. L'exécutif laisse 3 mois aux partenaires sociaux pour discuter. Mais comme l'a dit le président de la République, si c'est la chienlit et en cas de motion de censure, tout le monde retournera en campagne électorale. On débattra de cette menace et du climat social de la rentrée. Et puis dans 45 minutes, je vous propose un gros plan sur les inondations au Pakistan, la pire catastrophe humanitaire selon le secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu de nombreux désastres humanitaires dans le monde, mais je n'ai jamais vu de carnage climatique de cette ampleur. Sommes-nous entrés dans l'ère des méga catastrophes? Combien de réfugiés climatiques vont affluer à nos portes dans les prochaines années? Pourquoi les pays pauvres parlent-ils de double peine et d'injustice climatique? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, donc, cette journée de mobilisation pour les salaires et les retraites, alors que la Première ministre a lancé ce matin un nouveau cycle de négociations. Jérémy Heinzmann. Donner plus de temps à la réforme des retraites. Après un dîner à l'Élysée avec plusieurs ministres et responsables de la majorité, Emmanuel Macron temporise et fait le choix du dialogue, en lançant ce jeudi un nouveau cycle de concertation avec les partenaires sociaux et les groupes politiques. Une méthode moins brutale, mais une fermeté affichée sur le contenu de la réforme. Identique, selon l'exécutif, à celui annoncé pendant la campagne présidentielle, avec un recul de l'âge de départ à 65 ans en 2031, un montant minimal de pension relevé à 1 100 €, une prise en compte de la pénibilité et la fin des régimes spéciaux. Le président de la République s'est engagé sur 2 aspects, à la fois un cadre général avec l'augmentation progressive de l'âge et l'équilibre du système, mais aussi une mise en application de la loi à partir de l'été 2023. Notre objectif, la Première ministre l'a dit très clairement, c'est d'ouvrir cette série de concertations avant Noël, d'en faire le bilan et d'avoir un texte qui puisse être le plus partagé possible et que ce texte soit adopté avant la fin de l'hiver. Un projet de loi à part entière est donc privilégié plutôt qu'un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale dès le mois d'octobre. Mais les discussions s'annoncent tendues avec les syndicats, mobilisés ce jeudi et opposés à un recul de l'âge légal de départ à la retraite. Si le gouvernement n'est pas capable d'entendre et surtout de prendre en compte ce qui se dit de l'autre côté de la table, de la part de tous les syndicats qui disent il y a d'autres solutions que de travailler plus longtemps, c'est un dialogue de sourds et ceux qui sont sourds, c'est ceux qui sont au gouvernement. Des tensions à venir également avec le Parlement. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure par les oppositions. Voilà, beaucoup de leçons à tirer de ce dîner hier soir qui lance donc un round de négociations, de concertation autour de la réforme des retraites. Et pour en débattre, Jacques-Yann Charlène-Bézina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Sylvain Boulouk, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Historien spécialiste du communisme, des mouvements anarchistes et de l'extrême gauche. Et vous publiez, auteur du livre Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes. C'est aux éditions Atlante. J'accueille également Raphaël Legendre, bonsoir Raphaël, bienvenue. Bonsoir journaliste à l'opinion, et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. Peut-être pour commencer, un mot de la mobilisation de cette journée pour les salaires et les retraites à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires. Il y a eu un peu plus de 200 rassemblements en France. On va voir s'afficher les chiffres de mobilisation qui sont relativement faibles. À Marseille, entre 4 300 et 30 000 manifestants. Bon, comme toujours, il y a des écarts assez importants. Perpignan, quand je vous laisse découvrir ces chiffres, Sylvain Boulouk, c'est une petite mobilisation, mais ça n'augure pas de la suite. Enfin, c'est impossible de dire aujourd'hui ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Oui, c'est une petite mobilisation. De toute manière, il n'y avait pas tous les partenaires, enfin toutes les organisations syndicales qui appelaient à la manifestation, puisqu'il n'y avait que 2 voire 3 des principales organisations qui appelaient. Petite mobilisation aussi parce qu'elle a été lancée relativement tardivement et pour l'instant on était un peu, enfin les partenaires sociaux ou en tous les cas les organisations syndicales étaient plutôt dans l'expectative et donc
par conséquent, les salariés aussi devaient attendre, si tant est qu'ils soient hostiles aux réformes qui se profilent à l'horizon. Mais ça ne dit pas grand-chose de la suite. Enfin, il faut toujours rester très prudent dans une séquence comme celle-là. Dans le cadre des mouvements sociaux, il faut toujours rester très prudent, puisque une allumette peut mettre le feu à la plaine ou il peut ne rien se passer du tout. Là, on ne sait absolument pas comment l'opinion peut réagir ou ne pas réagir au projet de réforme, puisqu'on commence seulement à voir les premières étapes du projet de réforme. Comme elles sont tombées hier soir, et entre hier soir et ce matin, ça faisait pas beaucoup pour les organisations syndicales pour remobiliser, en sachant que la majeure partie d'entre elles n'appelaient pas à mobiliser, alors elles se sont toutes déclarées hostiles au premier projet de réforme tel qu'il pouvait exister, avec une retraite repoussée à 65 ans. Effectivement. Alors, donc il y a cette mobilisation, et puis l'info de la journée quand même sur ce dossier des retraites, je le disais en titre, on l'a vu avec le sujet de Jeremy Heinzmann, c'est ce calendrier donc, qui laisse la place à 3 mois de négociations. Anne-Charline Bézina, on peut dire que le président de la République a écouté les mises en garde d'un François Bayrou ou de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. En effet, et puis il est un petit peu plus fidèle quand même à ce qu'il avait promis, c'est-à-dire qu'on devait avoir un président de la nouvelle méthode. Et cette nouvelle méthode devait être celle de la concertation. Donc c'est vrai que passer un amendement dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, où vous savez que le Parlement n'a que 50 jours pour discuter, avec un 49.3 dans un amendement, ça donnait quand même un petit peu l'impression d'être déjà dans l'urgence et en plus dans le fait de court-circuiter un petit peu le Parlement. On lui a reproché cette verticalité dans le premier quinquennat et il avait dit justement qu'il allait changer de méthode parlementaire également. Donc je pense que c'est peut-être une manière de respecter un petit peu mieux les droits du Parlement, ce qui était notamment l'appel de François Bayrou. Et il faut savoir qu'il est justement un peu tendu entre les deux ailes de sa majorité, puisqu'il a une majorité très composite, ce président, à l'Assemblée nationale. Et donc du coup, même pour agiter un éventuel 49.3 par la suite, il faut qu'il soit sûr que sa majorité soit bien derrière lui, parce que ça peut parfois se jouer à 1 à 2 voix près. Donc le temps de la concertation, c'est une manière aussi de dire qu'il a entendu dans ses rangs pour resserrer autour de lui. C'est pas garanti ensuite que ces 2 mois et demi suffisent à trouver un consensus parfait. On est bien d'accord qu'en termes de sociologie des organisations syndicales, qu'il s'agisse des organisations syndicales ou des partis politiques, personne n'est a priori en accord sur ce que doit être cette réforme des retraites. Et si elle est celle qu'on nous a promis, c'est-à-dire l'allongement à 65 ans, personne n'en veut non plus. Donc c'est juste une manière d'assouplir la méthode sans forcément, à mon avis, changer le résultat. Gilles Legendre, Raphaël, Gilles, je ne suis pas député. Vous n'êtes pas député. Alors, j'ai commencé par écorcher votre nom de famille et ensuite par changer votre prénom. C'est pas mal comme début d'émission, excusez-moi. Raphaël, je suis vraiment désolé. Je voulais quand même m'appuyer sur ce qui est la volonté d'Emmanuel Macron qui dit, grosso modo, je suis là pour réformer et sans trop perdre de temps. Il y a quand même aussi ça dans le message d'hier soir et dans le calendrier qui a été choisi. Oui, enfin, on sort d'une séquence très politique et assez ambiguë. Emmanuel Macron, il hésite depuis la rentrée sur la méthode à tenir. Une semaine, on a le Conseil national de la refondation qui est là pour la discussion, pour la concertation. Les participants, c'était le 8 septembre, ont bien noté la drague qu'a fait le chef de l'État envers Laurent Berger, qui est quand même l'acteur pivot de cette réforme. Et puis, patatras, la semaine suivante, grande conférence de presse avec 200 journalistes. Et là, il indique, bravache, écoutez, on pourra très bien passer par un amendement dans le PLFSS. C'est un bras d'honneur à tous les partenaires sociaux. Donc on ne savait pas trop sur quel pied danser ces dernières semaines, jusqu'à la sortie de François Bayrou, qui est lui-même le secrétaire général, enfin le dirigeant du Conseil national de la refondation, qui, surtout pour garder son poste, a fait cette sortie en disant il va falloir quand même qu'on puisse concerter. Sinon le CNR était mort de facto et on aurait un peu moins vu François Bayrou. Bon, il se trouve que hier soir, c'est François Bayrou qui, bien qu'arrivé une demi-heure en retard au dîner, est ressorti gagnant. C'est un geste envers François Bayrou et le MoDem du président de la République. Je ne suis pas sûr que la concertation soit ce qu'il aurait préféré. En tout cas, en termes d'efficacité, c'est pas vraiment ce qui est certain, c'est ça n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Parce que les positions, vous l'avez rappelé, des uns et des autres, elles sont connues et archi connues de tous. On a négocié pendant des milliers d'heures, pas exactement sur la même réforme, quand même. Pas exactement sur la même réforme, mais enfin 80% se recoupent. On enlève la réforme à point, la réforme systémique était la grande cathédrale de Jean-Paul Delevoye, ça c'est fini. Enfin tout le reste,
les positions des uns et des autres, des syndicats, du patronat et du gouvernement sont totalement connues. Donc on peut relancer 3 mois de discussion. On va perdre 3 mois dans la mise en application. Ce sera 2 milliards niveau budgétaire de moins. On n'est plus à ça près dans le quoi qu'il en coûte. Mais eh bien, le jeu politique va se mettre en place. Maintenant, reste à voir la réaction des syndicats. La CFDT a demandé une concertation loyale et transparente. La CGT n'a pas encore officiellement annoncé qu'elle y participait. FO idem. Donc on verra la semaine prochaine comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Sylvain Boulouc, tiens, on parle de quoi? C'est une concertation? Ce sont des négociations? Parce que les mots ont aussi un sens là-dedans. En fait, là, on est quand même devant un paradoxe. C'est-à-dire que les objectifs sont fixés. Ce sera... De toute manière, le projet de réforme, c'est celui-là et pas un autre. Les éléments qui auraient permis peut-être de négocier, c'était cette ancienne réforme qui a été enterrée de Delvoye par points, dans laquelle la CFDT et l'UNSA étaient plutôt favorables, étaient engagés, ce qui permettait justement d'avoir une négociation avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que je prends? Donc là, vous dites c'est une fausse négociation qui s'ouvre. Là, si vous dites, voilà, de toute manière, ce sera à la retraite à 65 ans avec une progressivité, il faut m'expliquer ce qui reste comme aspect de négociation. C'est à peu près... enfin, il y a plus de négociation. On va arriver à ça. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont prévu dans la négociation des certains points? Il y a différents points. Il y a les carrières longues, il y a la pénibilité. Mais c'est déjà le sujet très important des régimes spéciaux. Oui, on en parlera tout à l'heure. C'est déjà annoncé. Le cumul emploi-retraite, le minimum retraite aussi. Donc vous dites il y a du grain à moudre, pour reprendre la phrase de M. Bergeron. Et oui, mais justement, là, pour l'instant, voilà le projet de réforme. Qu'est-ce qui reste à négocier? Là, on est dans le flou le plus artistique. Et c'est pas ce qu'il y avait de central dans ce qui a été proposé par deux des acteurs qui auraient permis, puisqu'en plus, qu'on prenne la CFDT ou l'UNSA, c'est quand même une partie de l'électorat macroniste qui est derrière. Et là, pour l'instant, je sais... Après, on va voir ce que donneront les négociations, mais pour l'instant, ça laisse pour le moins perplexe. Et concertation, parce que la négociation... Oui, alors c'est pour ça que je jouais sur les mots. Donc c'est pas une négociation. Non, ce sont deux choses très séparées. La discussion, dans le dialogue social, la concertation, c'est on vous écoute et puis on verra ce qu'on garde. Quand une négociation, c'est vraiment la co-construction d'un texte. Alors, on va écouter ce qu'en pense le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. C'était sur France Info ce matin. Il me semble que sur une réforme aussi importante qui concerne presque tous les Français, peut-être à part ceux qui sont déjà à la retraite, c'était difficile de ne pas faire une concertation. Maintenant, on connaît effectivement, vous l'avez dit, les grandes positions des uns et des autres. On a fait 2 ans de concertation il y a 3 ans. Sur une autre réforme. Sur une autre réforme. C'est vrai, mais dont certains paramètres étaient déjà sur la table. Donc nous, on ira évidemment à cette concertation. On répondra. D'abord, on examinera ce qui est proposé, puisque vous le dites, on ne connaît pas tous les détails. Et puis, on aura des propositions à faire, bien sûr. Anne-Chalem Bizinaf, vous n'êtes pas spécialiste de l'histoire syndicale ou des négociations, mais de votre regard de constitutionnaliste, moi j'ai l'impression d'une espèce de jeu de rôle là. Comment vous l'analysez? Alors à la fois, moi je trouve que c'est tout le paradoxe de cette nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'en fait on nous a promis que les choses allaient être nouvelles sans qu'on sache vraiment comment on allait incarner cette nouveauté. Et là je crois qu'on est vraiment dans le cœur de ce problème-là, c'est-à-dire que déjà pour la concertation, il me semble qu'il faut qu'on se concerte sur quelque chose dont on connaît plus ou moins l'objectif et le fond. On va y avoir une feuille de route, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. À part la feuille de route quand même très générale, générique qu'on a, on n'a pas vraiment le fond de la discussion. Donc j'ai l'impression qu'en fait cette nouvelle méthode, c'est un peu, ça fait partie du discours macroniste, c'est-à-dire cette manière d'incarner par les mots avec la Startup Nation et tout qu'on avait eu en 2017. Là, maintenant, on est dans l'idée d'être dans la concertation, la co-construction. On a employé tout un nouveau vocabulaire. Donc pour l'instant, c'est des mots, pas beaucoup d'actes, c'est ça? Alors voilà, c'est que dans les actes, en fait, déjà au niveau législatif, il faut savoir que la co-construction, ça n'existe pas. C'est soit un référendum de ratification, c'est-à-dire une fois le projet déjà prêt, soit finalement une consultation auparavant, mais c'est toujours le Parlement qui récupère le pouvoir du vote. Donc il y a pas vraiment de co-construction possible en termes législatifs. Donc déjà, ça
Voilà, je pense que c'est une première chose qu'il faut dire pour le Conseil de la refondation, pour toutes les négociations en général. Et ensuite, cette co-construction, est-ce qu'on va vraiment lui permettre d'aboutir? C'est-à-dire sur quel point on va pouvoir discuter, jusqu'où? Et c'est pour ça que quand on nous parlait d'un amendement, même au projet de loi rectificatif dont on nous parle quand même ces derniers temps, en janvier-février, voilà, on ne peut pas garder une discussion restreinte sur ces points-là. Donc à voir sur cette géométrie variable de la nouvelle méthode. Alors dans ce dîner à l'Élysée, donc il y a eu ce thème dont on vient de parler, le calendrier, le renoncement au passage en force. Mais Laetitia, il y a aussi donc un mot, c'était mon premier titre, qui est ressorti, et ce n'était pas un hasard, le mot dissolution. Ah non, ce n'est pas du tout un hasard quand vous parlez de mise en scène. Je pense que vous avez totalement raison, Thomas. C'est une orchestration, ça s'appelle de la communication, et c'est fait a priori de façon plutôt réussie. Pourquoi? Parce que finalement l'exécutif, l'objectif de l'exécutif, c'est de retourner la menace de la dissolution qui était brandie, rappelez-vous, par Jean-Luc Mélenchon qui visait Matignon. Ils vont la retourner comme étant une arme de leur côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va revenir sur cette opération de communication donc orchestrée par l'Élysée avec ce mot, dissolution, qu'il faut faire sortir parce que c'est un dîner qui est à huis clos, donc il n'y a pas de journalistes a priori. Il faut faire sortir ce mot dissolution. Ça s'appelle de la communication indirecte via la méthode de la fuite, très bien maîtrisée par Emmanuel Macron et réussie parce que à la fois notre journaliste, c'est un journaliste averti, Jérémy bien sûr l'a dit dans son sujet, tous les journalistes de France l'ont dit ce matin, comme par exemple, j'en ai pris un, notre confrère Guillaume Darret sur France 2. On ne reculera pas, ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur, a dit hier Emmanuel Macron, selon les mots rapportés par plusieurs convives. Emmanuel Macron qui, pour la première fois aussi, ostensiblement, laisse planer l'hypothèse d'une dissolution en cas de vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Alors, l'autorité de votre serviteur est en jeu. Ça, c'est l'élément de langage qui accompagne l'hypothèse de la dissolution. Mais alors, cette fois, dans l'opération com, l'Élysée est allée un peu plus loin puisque elle ne s'est pas contentée de la presse. Ils ont envoyé les lieutenants au front. Alors, les lieutenants de la deuxième ligne et de la première ligne. On va commencer par la deuxième ligne. Stanislas Guerini, par exemple, ministre des Comptes publics, qui n'était pas au dîner, mais qui est un proche d'Emmanuel Macron. Écoutez-le, c'était sur CNews ce matin. Il a même évoqué, soi-disant, vous allez me le confirmer, la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous me le confirmez? Alors d'abord, c'est pas une phrase que j'ai entendue, je n'étais pas au dîner. Je sais que vous n'étiez pas au dîner, mais bon, vous devez avoir quelques antennes. J'ai pas l'habitude, c'est pas faux, mais de commenter des propos qui ne sont pas des propos officiels. La réalité, c'est que nous voulons avancer. Bon, il ne les commente pas, mais il ne dit pas non plus qu'ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut simplement pas griller la politesse à la première ligne. Le lieutenant de la première ligne, c'est Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui sera en charge de porter cette réforme des retraites. Lui, il y est allé carrément franco sur LCI. Je n'ai pas pour habitude de rapporter les propos du président de la République, mais ce que je peux vous assurer, c'est que le président de la République considère qu'il a été élu, c'est une évidence, qu'il dispose d'une majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre, la totalité des oppositions se coalisaient, alors qu'il n'y a rien de commun entre les différents groupes d'opposition, qu'il n'y a que des désaccords entre eux, parfois même au sein de chacun des groupes d'opposition, si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français, et les Français trancheraient. Alors cette éventualité de dissolution avait été évoquée du bout des lèvres par Emmanuel Macron à la fin de l'été. Maintenant, on y est carrément. Et puis, finalement, ils veulent donner la preuve que notre serviteur à tous, Emmanuel Macron a le courage politique. Il faut quand même garder un peu les éléments de langage si on veut décrypter la communication de l'exécutif. Et c'est surtout une menace aussi, Thomas, pour les députés qui, comme par exemple les députés LR, n'ont pas du tout envie de remettre leur siège en jeu si de nouvelles élections devaient avoir lieu. Raphaël Legendre, Saviski, cette phrase Emmanuel Macron, effectivement, je ne veux pas la chienlit, si ça bloque, tout le monde retournera en campagne. S'il y a motion de censure, il y aura la dissolution. Saviski, la menace. Bon, cette idée de dissolution, d'abord, elle circule depuis les législatives. En réalité, on rappelle que Emmanuel Macron ne dispose plus que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, ce qui complique absolument tous les passages des projets de loi. C'est effectivement le moyen aussi de renverser les attaques des oppositions. C'est aussi une manière de rentrer dans le dialogue social, ce qu'il fait assez régulièrement,
un peu avec un flingue sur la tempe pour ceux qui participent. Il a aussi menacé, si les discussions n'avançaient pas dans la concertation, d'éventuellement passer quand même, in fine, par un amendement dans le projet de loi de financement de la Sécu. Donc de balayer aussi toute la concertation. Ça réveille un peu les troupes. Une motion de censure a quand même très peu de chances de passer à l'Assemblée nationale dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, les députés, les quelques députés LR qui restent et qui ont vraiment mouillé la chemise sur le terrain pour être élus n'ont absolument pas envie d'y retourner. Et puis accessoirement, on y reviendra. Pourrait menacer la majorité. Le fond de la réforme, pardon de vous interrompre, le fond de la réforme des retraites, c'est quand même assez conforme à ce que souhaite le parti LR. Accessoirement, même si on cherche de plus en plus la colonne vertébrale chez les LR depuis quelques temps, mais il sera difficile pour eux de ne pas la voter effectivement. Mais est-ce qu'on ne voit pas, tout simplement, je voulais vous poser la question, Anne-Charlène, qu'il y a une contradiction entre cette nouvelle méthode et la nature même de notre régime présidentiel finalement, parce que Emmanuel Macron fait comme si on était dans un régime parlementaire avec des coalitions où il fallait discuter et qu'il y avait des compromis à obtenir, et finalement tout cela, et c'est pour ça que je vous rejoins Thomas, c'est de la mise en scène, c'est pas vrai, c'est lui qui décide, même quand on a une majorité relative. Alors, sur la dissolution, oui, c'est un pouvoir propre et de toute façon, vous avez raison, l'ADN du régime de la Ve République, c'est on disait que c'est la clé de voûte des pouvoirs, notamment parce que c'est lui qui pouvait actionner tous les pouvoirs les uns avec les autres. Et je dirais même que d'ailleurs, ce combo motion de censure, dissolution, on a l'impression qu'on le découvre aujourd'hui, mais c'est pas du tout inédit. On a déjà eu exactement le même cas en 1962 avec le général de Gaulle qui est tellement énervé qu'on lui renverse son gouvernement alors qu'on voulait s'en prendre à lui. Parce qu'il faut savoir que le président est un grand irresponsable au niveau politique. Et donc, on renverse Georges Pompidou. Dans les 48 heures, il dissout l'Assemblée nationale. Et le prétexte, c'est, au moins, c'est le peuple qui tranchera. Alors, le résultat a été totalement en sa faveur, puisque finalement, il y a eu un raz-de-marée gaulliste, enfin, un peu plus relatif que ce qu'il a eu en 68. Mais oui, cette présidentialisation, elle existe parce qu'en réalité, dans le discours, le président peut toujours ramener à lui le jeu politique. Il reste que la dissolution, c'est quand même une arme à double tranchant. On a tous un petit peu en tête cette espèce de mistigris de la dissolution de 97 qui avait été très mal pensée par Jacques Chirac. Et donc, la dissolution, c'est une question de timing. Il faut trouver le bon moment. C'est pour ça que d'ailleurs, en Grande-Bretagne, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas constitutionnalisé. Il faut que le Premier ministre sente le moment. Et en France, c'est un petit peu pareil. Est-ce que là, malgré le côté un petit peu « je montre les muscles » du président qui consiste à dire « eh bien, si vous me renversez, c'est moi qui vous renverse », est-ce que c'est lui qui est sûr d'y gagner ? À voir. Oui, c'est intéressant, Sylvain Bouloup, parce qu'il y a une espèce de double menace dans les propos qui ont effectivement été fait fuiter du président hier. Il y a le côté motion de censure, attention, il y aura dissolution, donc là c'est vers les députés. Et puis il y a cette petite phrase, si c'est la chienlit, tout le monde retournera en campagne. Et là, quand on dit la chienlit, forcément, ça fait référence à la mobilisation populaire, à la rue, de Gaulle, bon bref. Et donc là, c'est plutôt aux syndicats que la menace s'adresse. Comment vous l'analysez ? C'était ce que je souligner, enfin, ce que je voulais souligner. Ouais. Et en même temps, c'est un clin d'œil et un appel appuyé à une partie de la droite qui veut surtout pas de la chienlit dans la rue, hein, pour reprendre l'héritage gaulliste. Donc on se retrouve effectivement avec un parti du présidentiel qui veut être le parti de l'ordre qui impose ses réformes en disant c'est moi ou le chaos, hein, pour prendre une autre métaphore. Et donc du coup, alors là après, ça pose le problème de quelle concertation ou quel dialogue social, puisque si vous dites vous n'avez pas le droit de manifester parce que ça va être la chienlit, vous n'avez pas le droit de vous opposer parce que c'est sinon je dissous, ça laisse perplexe sur la réalité des négociations possibles. C'est est-ce qu'il y a une négociation ou est-ce que on est dans un chantage, un double chantage? Est-ce que réellement il y a une marge à la négociation? Il y en a pas vraiment, à moins d'arriver au Parlement à travailler ensemble. Mais encore une fois, ils nous ont pas montré. Attendez, vous parliez d'armes à double tranchant, pardon de vous interrompre, mais s'il y a dissolution et nouvelles élections législatives, peut-être un parti qui va en profiter, c'est le parti du Rassemblement national. En effet. Peut-être moins les LFI et la coalition de la NUPES qui a été un petit peu là encore, on ne sait pas dans quelle polarité mais encore une fois, voilà, c'est très difficile d'ailleurs de dissoudre avec effet gagnant, parce que vous ne pouvez absolument pas imaginer quels seront les effets des urnes. Et en plus, je trouve ça assez paradoxal de le lancer en période de crise sociale, justement, parce que c'est un espèce de combo de la dissolution de 62 et des élections de 68, et de la dissolution de 68, justement. Mais encore une fois... c'est un effet de manche, c'est juste pour dire aux Français, c'est moi et vous.
finalement. Il s'adresse, Emmanuel Macron, directement aux Français. Les syndicats, là encore une fois, ils sont instrumentalisés dans cette mise en scène de négociation. Il n'y a pas de négociation. En fait, il s'adresse même directement à son électorat, son socle électoral, qui est quand même majoritairement fait de retraités qui sont tout à fait favorables à la réforme des retraites, puisqu'ils sont plus concernés par cette réforme des retraites. Oui. Donc il sait qu'il a un socle électoral d'environ 25 à 30% qui lui garantit à peu près des résultats positifs à chaque élection. Après, ça peut être malgré tout des partis risqués parce que vous avez quand même plus de 50% des gens qui ne vont pas voter. Si jamais ce jour-là ils décident d'aller voter, ça peut être une drôle de surprise, comme ça peut ne pas l'être, puisqu'ils peuvent ne plus jamais aller voter aussi. Alors une réaction à cette menace, celle d'Olivier Faure pour le Parti Socialiste, c'était sur Twitter. Le président de la République menace de dissolution si l'Assemblée n'approuve pas la retraite à 65 ans. Il espère que nos convictions passeront derrière nos mandats. Nous nous battrons pour la justice, nous ne céderons pas aux intimidations puérile. Et puis, vous parliez, Raphaël, tout à l'heure finalement de François Bayrou et du fait qu'il avait peut-être obtenu gain de cause lors de ce dîner hier soir. Je vous propose une autre citation. Elle nous vient, en fait, sont d'autres propos qui ont été rapportés par le journaliste, notre confrère Bruno Jeudi. Voilà ce que Emmanuel Macron aurait prononcé hier lors de ce dîner. Certains ont essayé de devenir président sans jamais y parvenir. Moi, je suis président sur la base d'un projet. Ça, c'est clairement une pique à François Bayrou, quand même, non ? Oui, non, mais c'est. Il a fait son show hier. Il a laissé parler tout le monde. Il y a eu des petites piques pour les uns et les autres. C'est-à-dire que le premier à qui il a donné la parole sur quelle devrait être la méthode pour faire passer cette réforme des retraites, c'était Édouard Philippe, à qui il avait bien la planche coupé l'herbe sous le pied. C'est nos confrères du Monde qui ont publié aujourd'hui un papier très bien informé, voilà, sur ce qui s'est passé. Donc le premier à prendre la parole, c'est Édouard Philippe. Voilà, qui a un petit peu tout sauté. D'autres ont rigolé sous cap. Mais après avoir laissé parler l'ensemble des participants, il leur a demandé de poser les stylos, de poser les portables. Il leur a dit, écoutez, il y en a un qui a pris son risque ici, c'est moi. Tout cela est inscrit dans mon projet présidentielle, donc maintenant on y va. Voilà. On passe par la concertation, soit, mais il faut y aller. Elle sera appliquée au mois de juillet 2023, cette loi. Ouais, alors c'est intéressant parce que, vous l'avez dit, il y a l'autorité de votre serviteur, il y a cette question d'autorité, de légitimité même du président qui sont en jeu, et c'est aussi ce que ses opposants remettent régulièrement en cause, en question. Nouvel exemple, c'était Fabien Roussel ce matin sur RTL. Le président de la République devrait se souvenir qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il a échappé de justesse quand même. Il a fait un très mauvais score. Et que s'il a été élu au second tour, c'est parce qu'une majorité de Français ne voulait pas de l'extrême droite au pouvoir. Alors c'est aussi, Sylvain Boulouk, un argument qu'on a entendu plusieurs fois ces derniers jours dans la bouche de Philippe Martinez, par exemple, le secrétaire général de la CGT. Comment vous l'analysez ? Parce que Emmanuel Macron, il a quand même été élu aussi pour faire la réforme des retraites. Il a été élu par défaut. Donc, à partir vous êtes d'accord avec cette idée ? Si on fait la somme des élections, il est moins bien élu qu'en 2017. Et le deuxième tour est encore une fois d'abord un rejet du Rassemblement national avant d'être une adhésion à son projet. Donc il est élu, mais il est élu par rejet plus que par adhésion globale. Alors la première fois, il était plutôt quand même élu sur une adhésion. Là, il est plutôt élu sur un rejet massif, enfin moins massif que la première fois, mais un rejet du... Il est quand même, au premier tour, c'est le nombre de voix progresse. C'est-à-dire qu'il fait quand même mieux au premier tour, même si effectivement le second tour est un peu moins. Et il est quand même élu sur un projet. Et puis on peut dire que s'il y a peut-être une seule proposition que les électeurs ont retenue, c'est celle de la réforme des retraites, justement, et des 65 ans. C'est la mère de toutes les réformes, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Et le curseur, son mandat sera jugé à l'aune de cette réforme des retraites. Y arrivera-t-il ou pas ? Il cochera la case réformateur si cette réforme passe, beaucoup plus que l'assurance chômage, par exemple, qui arrive là et qui est beaucoup moins un marqueur dans l'opinion publique. C'est vraiment la réforme à réussir pour lui en ce début de mois. Avec un taux d'abstention très élevé, qui explose. Donc, et des députés qui sont plus mal élus les uns que les autres. Donc là, il y a des questions. Enfin, c'est ce qui peut déboucher sur un mouvement social d'ampleur ou pas. C'est qu'on a quand même toute une partie de l'opinion qui
qui clairement disent je n'en ai plus rien à faire du système électoral, ça ne me correspond plus. Ça ne veut pas dire que cette partie de l'opinion ne soit pas prête à manifester ou à marquer son opposition avec un projet de réforme parce qu'elle peut considérer que c'est un coup de plus sur la tête. Ouais. Ce qu'a un peu senti le Rassemblement national depuis quelques semaines. Il y a un autre mot dont on parlera dans un instant, j'aimerais vous entendre les uns et les autres, c'est le mot lassitude, parce que j'ai l'impression que le chef de l'État, il compte un peu sur une forme de lassitude des Français. Mais je voudrais boucler la question de l'autorité et de la légitimité avec vous, Anne-Charlène, parce que peut-être que finalement la légitimité présidentielle, paradoxalement, ce sont les législatives qui les ont le plus entamées, puisqu'il ne réussit pas, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, à obtenir une majorité absolue. Alors après, oui, bien sûr, le terme légitimité présidentielle, pour moi, c'est celui de la légalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes issu d'un processus électif, vous êtes élu, point à la ligne. Mais il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que la lune de miel ne jure jamais très longtemps avec le peuple qui, pourtant, vous a élu. La France, et historiquement, est un des peuples les plus volatiles en termes de stabilité de l'opinion, de soutien derrière ses élites. Et donc, quand bien même on a entendu parler des retraites, il y a les mots et il y a les choses. Et donc, quand cette réforme est en passe de passer, on est en janvier, février, mars 2023, toute une période un peu compliquée vient de se passer avec la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, le pouvoir d'achat, etc. Et donc, il se peut même que ceux qui l'ont soutenu en mars dernier ne soutiennent pas en mars prochain. C'est vraiment ça, à mon avis, le facteur clé, bien plus que de savoir si l'électorat a été réellement mobilisé derrière lui, c'est que quand bien même il aurait été mobilisé, il peut tout à fait s'être démobilisé ensuite. Donc pour moi, je crois que le pari de cette réforme des retraites, c'est en effet le pari de l'engagement, c'est-à-dire à partir du moment où ça faisait partie de son programme présidentiel, il a été élu pour le faire et il va aller au bout. Mais, encore une fois, on a vu avec les Gilets jaunes, on peut venir d'être élu, avoir l'impression d'être encore porté par ce souffle-là et finalement se casser le nez sur la révolte sociale, sur la manière dont le peuple va recevoir les choses. Et c'est aussi ce qui avait fait son originalité en 2017, c'est qu'il avait dit qu'il ferait force de pédagogie, qu'il expliquerait beaucoup, qu'il prendrait du temps, non seulement avec de la concertation, mais aussi avec de l'explication, sans s'affirmer sur les objectifs depuis qu'il le fait depuis le mois de septembre. Je crois que la pédagogie, on aura à peine 3 semaines pour nous la faire, donc ça sera bien trop court. Et pourtant, sur ce type de projet-là, je crois que c'est vraiment important d'en faire ressentir la nécessité si on veut que ça passe. Alors, il faudra aussi surveiller évidemment l'attitude du parti LR, les Républicains. Écoutez, Gérard Larcher, c'était ce matin sur RMC. Vous savez, je le dis depuis longtemps, c'est une réforme indispensable qui nécessite du courage, mais cette réforme, elle est indispensable demain pour sauver notre système de retraite. Allonger la durée du travail, le faire d'une manière qui soit concertée, qui prenne en compte les carrières longues, qui prenne en compte ceux qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans. Je veux dire, tout est dans l'amendement que le Sénat, depuis 2020, propose à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il est prêt le projet de loi, ils n'ont qu'à reprendre votre amendement. En tous les cas, j'ai vu que l'inspiration n'était pas très éloignée de celle qui nous a conduit depuis 3 années à travailler autour de ça au Sénat. Raphaël Legendre, c'est clairement un atout dans le jeu, là, dans l'équation qu'on est en train de décoder autour de cette réforme. C'est un atout dans le jeu du président de la République. Oui, évidemment. Et de toute façon, LR sera le flotteur sur lequel la Renaissance, dorénavant, et non plus la République en marche, devra s'appuyer s'il veut faire passer des textes. Ça ne sera pas simple tout au long du quinquennat. Bien sûr. Mais sur ce texte des retraites, c'est évidemment le groupe qui fera la différence, vote ou pas. Quel que soit le nouveau président du parti. Oui, quel que soit le nouveau président du parti, il y a des lignes plus collaboratives et constructives que d'autres, bien évidemment. Mais on voit mal Éric Ciotti, qui semble-t-il est le favori pour cette élection, appelé à voter contre la réforme des retraites, alors que c'est un dossier sur lequel ils ont été partie prenante d'abord. Nicolas Sarkozy, avec Éric Woerth, avait passé sa réforme en son temps. On voit mal les arguments qui pourraient être mis en avant par Éric Ciotti pour justifier d'un non-vote de cette réforme, très clairement. Alors, il y a une autre donnée qui est évidemment très importante dans cette équation, c'est le rôle de la CFDT, syndicat plutôt réformiste. Je vous propose un extrait du communiqué publié ce matin, après l'annonce donc d'ouverture de concertation
concertation. On en a choisi un passage. La CFDT reste attachée à une réforme globale du système pour plus de justice sociale et pas un catalogue de mesures. Elle réaffirme son refus d'un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans qui pénaliserait les travailleurs dits de deuxième ligne qui ont contribué à soutenir le pays pendant le Covid, les femmes et les salariés qui ont commencé à travailler tôt. Je propose à Tam Tranui de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir. Bienvenue. On va voir comment la CFDT a évolué justement dans le temps à propos de cette réforme des retraites. Et oui, entre Emmanuel Macron et Laurent Berger, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et pourtant tout avait si bien commencé. Début du premier quinquennat, la CFDT n'est pas hostile, mais alors pas du tout au premier projet de réforme des retraites, cette réforme systémique que voulait le président de la République. On a l'impression qu'elle a été écrite par la CFDT. Rappelons que depuis 2010 déjà, le syndicat réformiste est favorable à un système universel. La retraite à points, du coup, c'est l'un des moyens techniques de mettre cette réforme en œuvre. Avril 2018, la CFDT salue même le lancement des concertations, à l'époque avec Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites. Voilà ce que dit la centrale. Elle est impatiente. Elle dit « Ce n'est pas sans une forme de soulagement que les organisations syndicales voient enfin les discussions prendre corps. » Mais depuis, la position de la CFDT a bien changé. Et oui, décembre 2019, c'est le clash. Édouard Philippe est encore Premier ministre et il utilise les mots qui fâchent. Ces mots, c'est qu'il parle de fixer un âge d'équilibre à 64 ans. On a aussi entendu parler de l'expression âge pivot. Pour Laurent Berger, ça y est, la ligne rouge est franchie. Le mois de décembre 2019 va être marqué par des grèves d'ampleur pour protester contre la réforme des retraites. Un mouvement qui va s'éteindre de lui-même, tout comme la réforme qui va être gelée 3 mois plus tard avec la pandémie de Covid. Mais voilà que la réforme des retraites fait donc son retour pendant la campagne présidentielle. Et là, on ne parle plus de réforme du système, mais on parle d'un problème de financement. Emmanuel Macron parle du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64, à 65 ans. Et voilà la réponse de la CFDT. Le report de l'âge de la retraite à 65 ans, c'est hors de question. Et pas plus que nous nous réclamions de nouvelles hausses de la durée de cotisation hier en rentrant de ce congrès, nous n'en réclamerons demain. Ce que nous exigeons, c'est un système de retraite plus juste. Voilà, c'était le discours de clôture de Laurent Berger lors du dernier congrès de la CFDT en juin dernier. Et on le voit, ce qui prime, c'est le ni retraite à 65 ans, ni durcissement de la réforme Touraine. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de radicalisation de la CFDT sur ce dossier ? Oui, parce qu'il s'est joué des choses en interne. Lors de ce congrès, Laurent Berger a dû donner des gages à sa base qui réclamait, elle, une position plus dure que la direction de la centrale, une opposition très claire à toute accélération sur la hausse de la durée de cotisation. Et cela complique donc un peu aujourd'hui l'équation du gouvernement. La CFDT, il faut le rappeler, avait fini par signer en 2003, en 2014 les réformes des retraites. Et cela n'avait pas été sans conséquences. Notamment en 2003, François Chérec était alors secrétaire général de la CFDT. Il avait déclenché une crise énorme au syndicat en acceptant de signer et provoquer un départ massif des adhérents. Aujourd'hui, alors que Laurent Berger vient d'être réélu pour un dernier mandat qui va certainement s'interrompre d'ici quelques mois, l'objectif est bien de ne pas braquer sa base alors que la centrale peine aussi à recruter de nouveaux adhérents. Merci Tam pour toutes ces explications. Sylvain Boulouc, c'est vrai qu'on parle souvent de la CFDT comme d'un syndicat réformiste. Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est ponctuellement autour de cette réforme des retraites que finalement Laurent Berger a peut-être un peu moins de marge de manœuvre ? Comment vous l'analysez ? Alors première chose, toutes les centrales syndicales sont réformistes par nature. Mais pas au niveau national. Moi j'ai toujours été frappé de ça. Localement, ici, il y a énormément d'accords signés, mais nationalement, on a l'impression que ça bloque. Après, c'est des positions et des histoires qui sont différentes. Donc, il y a des visions du réformisme qui peuvent être relativement différentes. Ouais. Pour ce qui est de la CFDT, le contrat moral qui avait été passé avec Macron plus ou moins au début du premier quinquennat était on veut bien une réforme, mais à condition que ce soit une réforme par points, enfin un changement global du régime des retraites. À partir du moment où c'est juste la poursuite des précédentes réformes avec allongement de la durée du travail, et
et recul de l'âge à la retraite, la CFDT a aucun intérêt, puisque ça correspond pas à sa philosophie, du travail ou à sa philosophie et donc à sa philosophie de la retraite, a aucun intérêt à approuver cette réforme. Alors ils peuvent essayer de sauver les meubles et de négocier sur quelques points, mais globalement l'esprit de la centrale serait, une signature d'un accord comme ça. Serait contraire à l'esprit de la centrale et à ce que la centrale espérait mettre en œuvre comme acteur social prépondérant. Mais alors, si on refait un peu de mécanique syndicale, je ne sais pas si c'est le terme à employer, mais est-ce qu'une réforme comme celle-là peut passer sans qu'aucun syndicat ne la signe ? C'est le pouvoir législatif qui décide. Après, est-ce qu'on va être dans l'équation raffarinesque qui était c'est pas la rue qui gouverne, c'est le gouvernement. Si on est dans une situation où on est presque à un Juppéton, donc la réforme des retraites 95, vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui défilent très régulièrement. Là, on peut absolument pas. Mais là, c'est le principe d'un mouvement social. Je peux pas vous dire aujourd'hui si la réforme des retraites peut passer en l'état, ou ça dépendra des colères, en sachant que vous avez tout l'hiver dans lequel vous allez avoir des augmentations assez importantes des prix. Bien sûr. On peut avoir une crise économique assez forte et que là, ça peut avoir un impact sur la colère de l'opinion qui peut se fixer sur cette réforme des retraites. On en parle de cette colère de l'opinion depuis 6 mois, depuis même avant que l'élection présidentielle ne commence. On a vu aujourd'hui que les Français étaient peu mobilisés. Je ne dis pas du tout qu'ils ne vont pas se mobiliser, mais en tout cas, du côté de l'Élysée, ils ont fait un constat, et je pense que c'est un constat qui est argumenté, c'est-à-dire qu'ils ont fait des sondages, qu'ils ont des capteurs dans les territoires, et pour le moment, ils ne sont pas vraiment inquiets d'une mobilisation massive. Et quand on voit aussi la fracture qu'il y a entre les syndicats qui, avant, mobilisaient les troupes, et aujourd'hui, les Français qui, finalement, sont totalement individualisés et n'écoutent plus vraiment les mots d'ordre des syndicats, c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation sur cette colère sociale. Ouais, il tape sur effectivement ce mot lassitude et puis la difficulté ou la plus faible capacité de mobilisation des syndicats dans l'opinion qu'à d'autres époques. Le principe d'un mouvement social, c'est que c'est pas forcément les organisations syndicales qui l'organisent réellement, et ça peut être tout à fait spontané, et puis on ne sait absolument pas quelles vont être les conséquences de la guerre en Ukraine et des fermetures d'entreprises qui commencent à... Et là, quelle va être... Là, je vous dis, je ne sais absolument pas. C'est très bien de garder cette humilité. On n'a pas encore parlé on va terminer là-dessus, il nous reste un peu moins de 5 minutes, d'Elisabeth Borne, Anne-Charlène Bézina. Elle est sur quelle ligne ? Elle est sur une ligne de négociation ? Elle est sur une ligne de... on se rappelle que ça a été une négociatrice, justement, quand elle était présidente soit de la RATP, soit de la SNCF. Donc, elle sait faire. Elle sait faire, mais elle est déjà sur une ligne de Premier ministre. C'est-à-dire qu'a priori, c'est pas elle qui va décider du tempo, du fond et de ce qui va se passer. Donc elle l'aménage, elle joue bien son rôle de fusible entre l'Assemblée nationale et le président. Après, c'est surtout qu'il va falloir qu'elle associe sa majorité, qu'elle soit vraiment confortée. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, a priori, on peut lui faire confiance, puisque donc elle a déjà négocié en temps difficile. J'ajoute quand même un point sur ce qu'on a dit, c'est que en réalité, c'est vrai qu'on se focalise un petit peu sur les syndicats, mais je crois vraiment qu'on a vu avec l'exemple des Gilets jaunes, et c'est pas uniquement en France que c'est le cas, en Espagne, en Italie, etc. Les révoltes sociales, elles se font maintenant de manière très marginale des corps intermédiaires. C'est plus nécessairement les syndicats, c'est plus nécessairement les partis politiques, c'est à un moment un ras-le-bol qui va faire que on va se fédérer autour d'intérêts communs, etc. Et c'est un petit peu le risque de cette réforme des retraites dans une période de crise économique, énergétique, de guerre, etc. C'est que tout est assez hautement inflammable et sans concertation et sans organisation. Ça peut être complètement désorganisé et complètement imprévisible. Ouais. Je reste sur ce que Elisabeth Borne, avec vous, Raphaël Legendre, pourrait vous souhaiter. Je pense elle voulait peut-être intégrer, justement, vous les évoquiez, les régimes spéciaux tout à l'heure. Je pense qu'il faut terminer là-dessus parce que c'est pas neutre et ça peut là aussi être un peu, comment on peut dire, tricky business ou une affaire à risque, quoi. C'est le sujet à surveiller dans les semaines qui viennent, les régimes spéciaux. Elisabeth Borne, en tant que ministre
ministre du Travail avant d'être nommée à Matignon, a commencé à réformer ses régimes spéciaux. Elle l'a fait avec la SNCF. Les régimes spéciaux, c'est la SNCF, je le rappelle, la RATP et EDF. Elle l'a fait sans trop de problèmes. À la SNCF, ça s'est plutôt bien passé en 2019-2020. Et elle voulait un paquet complet sur cette réforme des retraites, donc y compris celle des régimes spéciaux, qui va être un point absolument douloureux et en même temps déterminant sur la capacité d'Emmanuel Macron à réformer, et notamment chez EDF. Aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des centrales qui sont à l'arrêt, qui sont appelées dans les semaines, plus d'une vingtaine, presque une trentaine de réacteurs sont appelés à être réactivés dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse passer l'hiver au chaud, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité pour les ménages, pour les entreprises. Et tous les agents d'EDF vont être très fortement mobilisés pour la réouverture. Donc si je vous écoute, de ces réacteurs. Pas le moment de les énerver avec une réforme. Le chiffon rouge de la réforme des régimes spéciaux au moment où ils vont être tout particulièrement mobilisés et au moment où l'entreprise en plus change de patron. Luc Rémont a été officiellement désigné aujourd'hui PDG de l'entreprise. Le sujet a été mis sur la table. Il fait partie de la négociation. On va donc parler de la suppression du régime spécial d'EDF, de GDF, de la RATP. Alors avec une clause du grand-père, comme ça avait été le cas pour la SNCF, c'est-à-dire que tous ceux qui bénéficient aujourd'hui de cette protection continueront à l'avoir. Tous les nouveaux entrants au sein d'EDF passeraient sur le régime général. Mais ça va être un point très sensible qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat.